Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'avant-dernière soirée de la SNP de cette année. J'espère que vous allez tous bien malgré un certain virus qui se balade dans les parages. Merci beaucoup, Dani, et merci beaucoup, Yves, de nous joindre pour ce soir. J'ai pas besoin de présenter beaucoup Yves, j'imagine. Sauf que il a été professeur à l'UNIL de 1984, je pense, c'est ça, jusqu'à 2019. Donc fraîchement retraité. Et c'est vraiment un grand honneur qui nous fait de présenter aujourd'hui à la SMP, étant donné qu'il est extrêmement sollicité depuis l'apparition du premier livre déjà en 2009, qui est le plus célèbre des business coffee books, si ce n'est le premier, c'est ça? Mhm. Alors, merci Yves, et c'est toi. Merci beaucoup. Merci, Gil. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir et je vais essayer de partager quelques idées avec vous sur cette idée d'entreprise invincible, de gestion de portefeuille, gestion de risque. Laissez-moi d'abord peut-être revenir un tout petit peu sur l'idée que quand on dit entreprise invincible, c'était le nom qu'on avait donné peut-être avant cette crise. Maintenant, ce serait peut-être plus logique d'appeler ça entreprise résiliente. Avec Alex, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on travaille ensemble et on est à la limite comme un luthier d'une certaine façon. On met au point un certain nombre d'outils et le premier outil qu'on a mis au point, c'est le business model Canva qui a fait l'objet de ce livre qui a déjà plus de 10 ans maintenant. Et juste un petit rappel, je pense que la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler, peut-être utilisé, peut-être êtes-vous déjà un expert dans ce domaine-là. Juste un petit rappel comme ça en illustrant l'exemple d'Ilti. Donc, Ilti, c'est une société qui vend des outils de chantier, des outils plutôt légers, donc ce n'est pas des caterpillars, c'est des foreuses, des disqueuses, des groupes, aux différents métiers de la construction. Donc, ça, c'est la cible client. D'accord. Et pour joindre ces clients, on a un canal de distribution qui permet de joindre ces clients. Dans ce cas-ci, c'est une force de vente, donc des représentants, et aussi l'usage de magasins pour aller acheter les outils, un peu moins. Ce que nous, on appelle la relation client, c'est la nature de la relation que notre entreprise, dans ce cas-là, Ilti, essaye de garder avec ses clients. Dans ce cas-ci, elle est très directe parce que les représentants essayent de garder le contact avec les clients le plus possible, un contact assez privilégié, assez professionnel. Et enfin, le flux de revenus transactionnel, ce sont des ventes de machines, donc il y a une marge qui se fait sur la vente. Donc ça, c'est la partie droite de tout ce qui est visible pour le client. En partie gauche, ils ont un certain nombre de ressources et les choses qu'elles ont. Ça peut être physique, comme des usines. Ça peut être intangible, comme des brevets ou comme une marque. Dans le cas-là, Ilti est valorisé. On considère que ce sont des outils un peu comme la Rolls-Royce, des outils de chantier. Une fois qu'on a un certain nombre de choses, on peut faire. Donc, les activités, c'est fabriquer et vendre, pour simplifier. Ils ont la sous-traitance pour faire une partie, donc à qui ils délèguent une partie de leur activité. Et enfin, toute la partie droite, donc à la fois les partenaires, les activités, les ressources ont des coûts. Dans ce cas-ci, la structure de coût est essentiellement basée sur la fabrication et la vente. Bon. Donc, premier point, gérer un portefeuille d'innovation. En fait, j'avais imaginé ces 9 questions et puis le business model Canva pour aider les startups et les jeunes entrepreneurs sur le campus, ici, EPFL Uni. Et ça a joué ce rôle et maintenant on a des millions de Canva qui sont dans le monde entier, dans à peu près tous les incubateurs ou les startups et autres. Et puis on a vu que depuis 5-6 ans, les grosses entreprises, il y en a quelques-unes ici, en fait avaient adopté le business model Canva et certaines techniques d'innovation, mais elles ont un défi que les jeunes entreprises, les startups n'ont pas. Et ce défi, c'est quoi? C'est qu'elles doivent gérer à la fois l'exploitation de leur business actuel et l'exploration. Je m'explique. Si on prend une entreprise depuis le début, il y a une idée, elle essaie d'inventer, d'imaginer un business model. En fait, Steve Blank dit une start-up n'est pas une entreprise dans le petit, c'est une institution qui cherche le bon modèle d'affaires. Et une fois qu'elle trouve ce modèle d'affaires, elle essaie de croître, de subsister ou de péricliter. Elle essaie d'améliorer son sort.
Ça, c'est le rôle de la start-up. Mais si vous prenez une entreprise existante, ça, elle fait bien sûr, c'est ce qu'elle fait maintenant. Elle a un ou plusieurs modèles d'affaires. Souvent, elle en a plusieurs parce que l'histoire fait qu'elle a fait des acquisitions, elle a fait des développements. Ça, elle le fait, et elle sait plus ou moins le faire correctement, mais ça ne va pas l'empêcher de faire peut-être ou de s'intéresser aussi à l'invention d'un certain nombre de business models dans le futur. Si on regarde ces processus, ils sont assez différents. De ce côté-là, on est dans une vision très chaotique des choses. Souvent, là, c'est un peu plus linéaire et on sait mieux faire. Ici, c'est un peu le rôle du management traditionnel, d'accord? Donc, c'est les compétences de management, de gestionnaire. Et de ce côté-là, en fait, c'est vraiment l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat. Et ici, j'ai pris cet exemple parce qu'en fait, Bosch a créé il y a 3-4 ans un programme d'accélération avec vraiment cette idée de faire aboutir des projets, de lancer en exécution un certain nombre de projets qui ont été explorés. Et si vous regardez ce qu'ils ont fait, dans les 3 dernières années, ils ont été capables de lancer 15 nouveaux business, soit autonomes, soit à l'intérieur d'une business unit existante de chez Bosch. Donc 15 projets, 15 nouveaux business ont été lancés, 15 nouveaux modèles d'affaires ont été lancés. La question qu'on peut se poser, c'est combien ont-ils exploré de projets pour être capables d'atteindre ces 15 projets en 3 ans? Et donc, ma question pour vous, et on va procéder comme ça, combien de projets d'innovation Bosch a-t-il dû explorer ces 3 dernières années en exploration pour lancer 15 nouveaux business? Et là, si Guy est à l'écoute, il va vous lancer un poll, vous allez voir arriver une fenêtre devant vous, et vous choisissez entre 15 projets, 30 projets, 100 projets, 200, 900. Donc, combien, à votre avis, de projets vous choisissez là. On vous donne 15 secondes, encore 10. Ok, réveillez-vous. Normalement, je crois que vous étiez 57 ou 67 là en début. Donc, on devrait avoir combien? 82. 82, ok. Donc, on devrait avoir 82 votes qui arrivent. Ok, vas-y, Guy, montre le résultat. Ok, donc autour de 200 projets. Et puis 100 pour un bon nombre. Quelques-uns pensent que c'est 30, 900 pour certains. Je vous donne. Donc, ça, c'était. Merci beaucoup. C'est super. Donc, je vous montre un peu des chiffres réels. En fait, ça se passe comme ça. Depuis 3 ans qu'ils ont ce programme d'accélération, ils acceptent entre 25 et 30 teams chaque semestre. Ils leur donnent, ils font une sélection dans l'ensemble, dans le monde entier, de toutes les équipes qui peuvent soumettre des projets. Ils ont fait une sélection de 200 équipes dans les 3 dernières années. À chacune de ces équipes, ils leur donnent 3 mois et 120 000 € pour montrer que cette idée a un potentiel, c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel de croissance et un risque qui n'est pas trop élevé, de telle sorte qu'on puisse lancer ce modèle d'affaires avec une présomption de bons résultats. Après 3 mois, ils ont fait une deuxième phase. Ils font une deuxième phase après, dans chaque semestre. Ici, en tout, ils ont accepté 60 équipes dans les 3 dernières années, donc 70% d'échecs. Ils leur donnent 300 000 et à peu près 5-6 mois pour aller plus loin. Et puis après ces 6 mois, ils refont une sélection et c'est ce qui a donné lieu à ces 15 nouveaux business lancés. Donc, ça veut dire que si vous comparez ces 15-là avec les 200 d'ici, c'est à peu près 7%. Une question personnelle qui est, vous travaillez dans des entreprises, combien de temps votre directeur, CEO, consacre-t-il, donc vraiment le chef de l'entreprise, personnellement à l'innovation, business, donc à l'exploration de nouveaux modèles d'affaires et pas que à la recherche et développement et pas que à l'exécution. Chaque semaine. Si vous êtes directeur d'une entreprise, combien de temps passez-vous? Vous prenez votre agenda et vous regardez si vous a passé 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ce que vous allez pouvoir choisir maintenant, et je crois que Guy est en train de se chauffer, voilà, et je vous demande de choisir entre plus que 2-3 jours par semaine, entre 1 et 2 jours, entre une demi-journée et une journée, et moins de 2 heures, moins de 3 heures par semaine. D'accord? Donc, votez, faites une estimation de votre directeur. Et je répète, si vous l'êtes vous-même, vous mettez la semaine passée, j'ai passé 2 jours à l'animation, j'ai passé 1 heure à l'animation.
Ouais, ça s'est stabilisé. OK, alors ça va. Vas-y, affiche les résultats. Merci. OK, donc moins de 10%, hein, quelques heures par semaine. Et puis, on a des gens 50%. Et on a fait ce test, mais des fois et des fois, en présentiel avec des gens, dans des grémiums d'entreprise, sur le web, en faisant en utilisant Twitter pour voter. Et les résultats sont ceux-ci. Donc, à 67%, donc grosso modo 70%, les CIO passent moins de 10%, c'est-à-dire moins de 3 heures par semaine sur l'innovation business. Et seuls 7% d'entre eux passent plus que 50%, donc de l'ordre de 3 jours. Mais de nouveau, comment faites même si c'est le cas, Tesla est un business model quand même assez extraordinaire, où c'est quelqu'un, si vous regardez les 3 caractéristiques d'Invinci qui sont là, l'idée non seulement de lancer l'électrique, qu'il avait eu à partir de quelqu'un d'autre, mais l'idée de dire qu'il faudra aussi des pompes d'essence ou des pompes électriques pour le faire et qu'il faudra peut-être des toitures. Donc, il y a une vision là qui est là, que lui construit. Donc, c'est clairement l'innovateur, c'est clairement lui, c'est pour moi un ambidextre, c'est-à-dire c'est un CEO qui fait les deux, c'est un CEO entrepreneurial, puisqu'apparemment, c'est aussi lui qui gère les problèmes d'exécution, de livrer ces centaines de milliers de voitures. Mais je ne voudrais pas associer le fait que ces gens qu'on cite maintenant sont le prototype excellent de la bonne personne au sens des bonnes relations à l'intérieur de l'entreprise. Je pense qu'il y a des contre-exemples dans tous les sens. Et il y a aussi des directeurs d'entreprises grosses qui font que l'exécution, qui sont des sartènes aussi. Donc, il y en a des deux côtés. Mais par contre, il y a un profil de gens qui préfèrent faire de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat et des gens qui préfèrent conduire une grosse machine, une grosse entreprise, et faire tourner les rouages et améliorer les choses tant qu'on peut, et veiller à l'efficacité, aux améliorations incrémentales. C'est sûr aussi, ça c'est évident. Le petit reproche qu'on pourrait se faire dans les écoles de gestion, c'est qu'on soigne peut-être davantage cette technique de management pour faire tourner une machine que des techniques plutôt exploratoire ou plutôt entrepreneurial ou intrapreneurial. Ça a changé fort sur les peut-être 10-15 dernières années, mais je pense qu'on a encore une marge de progression. Je pense que tu as remercié plusieurs fois, mais je remercie aussi pour cette soirée qui était vraiment dense et riche en informations. Il y a de quoi réfléchir et de quoi lire en tout cas par rapport à ce que Yves nous a présenté. Donc, pour conclure, voici quelques informations. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez vu au début de la soirée, on a écrit que ceux qui ont besoin de PDU voulaient bien envoyer votre demande à l'adresse de la SMP. Donc, c'est smp@project-management.ch et vous recevrez votre attestation d'ici la fin de la semaine. Ça, c'est le premier point, donc logistique, je dirais, pour ceux qui sont intéressés à avoir les PDU. Et le deuxième, c'est de vous présenter la dernière soirée de l'année qui sera présentée par notre président actuel Thierry Labrier qui a posé des questions sur toutes les nouveautés et changements concernant le PMI en 2021. En effet, dès l'année prochaine, de nombreux changements auront lieu, que ce soit au niveau de la structure des examens du PMP-PMI, au niveau de la structure de la norme en management de projet, ainsi que la norme pour rapporter des PDU aux chefs de projet qui souhaiteraient maintenir leur certification. Et bien sûr, il y a une nouvelle édition du PMBOK qui va sortir au début de l'année, dont justement Thierry est un des contributeurs. Voilà pour cette soirée. Merci encore et nous nous réjouissons de vous revoir ou de vous entendre en tout cas dans un mois. Bonne soirée à tous. Merci et à à bientôt. tous. Au revoir à tout le monde. Merci encore. À bientôt.